Grand B, les différentes espèces de référés. Alors on prendra ici pour modèle les référés qui existent devant le tribunal de grande instance. Ce sont essentiellement les articles 808 et 809 du Code de procédure civile. Disons avant toute chose qu'il existe des dispositions jumelles devant les autres juridictions, en particulier le tribunal d'instance, le tribunal de commerce. Ces dispositions sont rédigées de la même manière exactement que les articles 808 et 809 pour le tribunal de grande instance. Au fond, ces articles 808 et 809 sont la matrice des référés et on les étudiera donc comme point de départ de cette analyse. Il faut ajouter toutefois à ces deux textes l'article 145 du Code de procédure civile qui prévoit une autre hypothèse de référé par laquelle on va commencer. Premièrement, le référé donc de l'article 145. Alors l'article 145 énonce, je cite, que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ces demandes, qui peuvent être ordonnées avant tout procès à la demande d'une partie sur requête ou en référé, on les appelle les mesures d'instruction in futurum ou encore mesures d'instruction à futur. Et ces mesures d'instruction constituent une grande innovation du nouveau Code de procédure civile. On suppose que des mesures d'instruction doivent être obtenues avant même l'introduction d'une instance. Et généralement, cela correspond à une hypothèse où il y a urgence à préserver des moyens de preuve qui peuvent disparaître ou bien à établir ces moyens de preuve. Pour autant, l'urgence n'est pas une condition de ce référé. À suivre le texte, deux conditions seulement sont nécessaires. D'abord, première condition, il doit exister un motif légitime. Et deuxième condition, il faut que la mesure que l'on sollicite présente une utilité, en ce sens que doit en dépendre la solution d'un litige, soit déjà né, soit même à naître éventuellement. Ce référé, par le fait même, est très utile dans certains contentieux particuliers, par exemple le contentieux de la responsabilité civile, avant d'agir en réparation d'une faute ou d'un accident. Mieux vaut pouvoir rétablir la preuve de son préjudice. Également, contentieux de la construction immobilière. Voilà un immeuble en construction, la construction présente des malfaçons, visibles, ostensibles, mais on a crainte que l'entrepreneur, les dissimule, que la poursuite du chantier ne laisse plus apparaître. Et par conséquent, il faut établir rapidement cette preuve avant même d'agir en justice. Et dans cette mesure, ce référé peut avoir une double finalité, une finalité conservatoire. Il s'agit de conserver des éléments de preuve qui sont en déperdition, ou qui risquent de disparaître. Mais une autre finalité s'y est ajoutée, qui est peut-être plus importante aujourd'hui. On dit que ce référé peut servir d'éclaireur procédural. Il s'agit alors, pour un plaideur, de rechercher à travers ces mesures les chances de succès que peut présenter l'instance qu'il s'apprête à engager. Il se demande s'il a intérêt à agir en responsabilité civile, s'il peut obtenir gain de cause. Une expertise avant procès lui permettra d'apprécier ses chances de succès ou d'insuccès. Et la Cour de cassation a reconnu cette possibilité et largement utilisée, notamment dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 6 novembre 2008. Deuxième référé, le référé de l'article 808 du Code de procédure civile. Le texte énonce cette fois, je cite, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Cette hypothèse de référé, c'est l'hypothèse la plus traditionnelle qui en existe. C'est le référé classique qui a été consacré par le nouveau Code de procédure civile. Et l'objet de ce référé est particulièrement large. Sous condition d'urgence, le président peut tout d'abord ordonner toutes les mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Par exemple, la désignation d'un administrateur provisoire, la mise sous séquestre d'un bien. En revanche,
Si la mesure se heurte à une contestation sérieuse, elle ne pourra pas être prise sur ce fondement, peu importe que l'urgence existe. Il reste, on le verra, que si la mesure en question est une mesure conservatoire, ou bien de remise en état, le président pourrait faire droit à cette demande, non pas sur le fondement de l'article 808, mais sur le fondement d'un autre texte, l'article 809, qu'on étudiera tout à l'heure. En vertu de l'article 808 du Code de procédure civile, et toujours sous la condition générale de l'urgence, eh bien le juge des référés peut ordonner toutes les mesures que justifie, dit la loi, l'existence d'un différend. Autrement dit, ce sont des mesures qui sont rendues nécessaires par l'existence même du procès, qui est pendant devant le juge du principal. Encore faut-il d'ailleurs, pour apprécier ce chef de compétence, ses pouvoirs, encore faut-il se souvenir que devant le tribunal de grande instance, si l'affaire a emprunté le circuit long, avec instruction devant le juge de la mise en état, les mesures conservatoires ou provisoires entrent dans les compétences qui sont exclusives du juge de la mise en état. C'est au juge de la mise en état qu'il faudra alors s'adresser pour obtenir ce genre de mesures. Quoi qu'il en soit, on aura compris que ce référé est un référé essentiellement d'urgence, et cette urgence est une notion de fait dont la Cour de cassation, au moins ce jour, ne contrôle pas. Eh bien, le sens, elle laisse cette question au pouvoir souverain des juges du fond sous réserve d'un contrôle de la motivation. Il reste que cette absence de contrôle a pour conséquence également que ce référé de l'article 808 en vient souvent dans les faits à chevaucher le référé que nous allons maintenant étudier, le référé de l'article 809. Alors ce référé de l'article 809, c'est certainement le plus important qui soit dans la pratique aujourd'hui. Il faut distinguer à cet égard ces deux alinéas. Au terme de l'article 809, alinéa 1er, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Alors le texte doit être apprécié comparativement à l'article 808 pour en dégager la portée. Ici, on l'aura remarqué, l'urgence n'est pas requise. Elle n'a donc pas à être démontrée. Tout au plus existe-t-elle en quelque sorte à l'arrière-plan de ce texte lorsque le référé a pour objet de prévenir un péril, un dommage imminent. L'imminence du dommage, c'est encore de l'urgence, en effet. Et c'est pourquoi aussi la frontière entre l'article 808 et l'article 809 du Code de procédure civile n'est pas étanche. C'est aussi pourquoi les disqualifications en la matière sont fréquentes. Dans le cas où il s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite, en revanche, il n'est besoin d'aucune espèce d'urgence. C'est alors l'évidence qui importe, le caractère manifeste du trouble illicite. On remarquera encore que lorsque l'article 809 est invoqué, la contestation sérieuse, ici, ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés, contrairement au cas de l'article 808. Tout au contraire, elle est souvent la raison d'être du référé de l'article 809. C'est précisément parce qu'il y a une contestation sérieuse entre les parties qu'il est parfois nécessaire ou bien simplement utile de recourir au référé pour désigner par exemple un administrateur judiciaire, pour interdire une publication. Au fond, ce référé dans son esprit est très proche des anciennes actions possessoires qui visaient aussi à prévenir des troubles de la possession, à mettre fin à des troubles manifestement illicites, dénonciation de nouvelles œuvres, réintégrande et complainte en particulier. Enfin, l'article 809, mais c'est l'alinéa second que l'on envisage ici, porte en lui une seconde innovation. C'est ce qu'on appelle le référé provision. Voilà ce que dit le texte. Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés, le président de la juridiction, peut accorder
une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ainsi, par le moyen de se référer, un plaideur va pouvoir obtenir l'octroi d'une somme d'argent à titre provisionnel, à titre d'avance sur le montant de la condamnation qu'il espère obtenir. Et l'on peut désormais obtenir aussi que soit ordonné aux mêmes conditions l'exécution provisoire d'une obligation en nature. Alors bien sûr, l'ordonnance de référé qui sera rendue, même si elle accorde cette mesure, ne sera jamais qu'un titre provisoire. C'est la nature même de l'ordonnance de référé qui le postule. Mais un titre exécutoire par provision. Et donc, le référé provision est devenu une procédure particulièrement utilisée pour sa rapidité, pour sa simplicité, pour sa commodité. Avant même d'engager l'instance au principal, et parfois en substitut à une demande au principal, on va solliciter du juge des référés l'octroi d'une telle provision. Et si le juge des référés admet qu'il y a matière à provision, il aura dû reconnaître que l'obligation n'était pas sérieusement contestable. Et par conséquent, tant qu'admettre que cette obligation est presque incontestable, autant valoriser la provision très fortement, autant allouer une provision qui équivale à peu près au montant de la condamnation que le plaideur aurait pu obtenir au principal. Et de là la pratique très répandue, qui alloue des provisions à 99% des causes de l'instance qui pourrait être engagée au principal. Et une fois que la provision a été allouée, une fois qu'elle aura été exécutée, pratiquement, souvent, les parties n'auront plus intérêt à aller au principal, à plaider au fond. Et c'est ainsi que le référé provision est devenu une voie de desserte de la juridiction du principal de manière très accommodante, très arrangeante pour tout le monde. Voilà pour l'ordonnance de référé. Quelques mots maintenant, paragraphe second, sur la procédure d'ordonnance sur requête. Alors l'ordonnance sur requête, dans la définition qu'en donne l'article 483 du Code de procédure civile, est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. La procédure d'ordonnance sur requête, c'est donc, comme la procédure de référé, une procédure spéciale et une procédure qui a en commun avec la procédure de référé d'être provisoire de droit, par nature. Mais contrairement, et c'est toute la différence, à la procédure de référé, c'est une procédure qui est unilatérale, une procédure qui n'est pas contradictoire. Il n'y a pas de partie adverse appelée à la cause devant le juge, le président, qui va rendre ordonnance sur requête. Alors cette procédure d'ordonnance sur requête, c'est la procédure qui est suivie en particulier en matière gracieuse, où il n'existe pas, par définition, de partie adverse. Et cette circonstance a eu pour conséquence que longtemps, on a confondu, en théorie juridique, les deux procédures. On a souvent estimé que l'ordonnance sur requête était une procédure nécessairement gracieuse. En vérité, cette manière d'appréhender les choses n'est plus suivie majoritairement aujourd'hui. La plupart des processualistes s'accordent à reconnaître qu'il existe des ordonnances sur requête qui sont rendues au contentieux. Et par exemple, en matière d'exécution forcée, la procédure à suivre pour obtenir une saisie conservatoire, une autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou plus largement une mesure conservatoire, c'est la procédure d'ordonnance sur requête. Il ne viendrait à l'esprit de personne, sans doute, de considérer qu'il s'agit d'une matière gracieuse. Quoi qu'il en soit, cette procédure d'ordonnance sur requête est une procédure simplifiée, une procédure accélérée. La requête est présentée au tribunal sans évidemment aucune signification préalable, puisque la procédure n'est pas contradictoire par hypothèse. Normalement, elle va être présentée à l'audience des requêtes, mais en cas d'urgence, elle pourrait être présentée même au domicile du juge, de la même façon qu'on a dit pour l'ordonnance de référé. La requête va être présentée en 2 exemplaires, l'un étant conservé par le greffe, et elle va indiquer le nom du requérant, celui de son avocat. Elle devra être motivée, et si elle est présentée à l'occasion d'une instance
déjà pendante, elle devra indiquer enfin la chambre saisie. L'audience est une audience extrêmement épurée, elle ne comporte aucun débat. Le président va simplement entendre les observations de l'avocat qui a présenté la requête et il va rendre son ordonnance. Et cette ordonnance devra être motivée et elle sera, on l'a dit, exécutoire de droit et même sur minute d'ailleurs. Alors là encore, de toute évidence, cette ordonnance est une ordonnance simplement provisoire. Elle pourra donc être rétractée ou modifiée, notamment en cas de circonstances nouvelles. Et des voies de recours sont ouvertes contre cette ordonnance. Alors de deux choses l'une à cet égard. Soit l'ordonnance n'a pas fait droit à la requête. Et dans ce cas, le requérant qui a été éconduit pourra interjeter appel de l'ordonnance. Soit l'ordonnance a fait droit à la requête. Et dans ce cas, c'est tout intéressé qui pourra demander au juge, c'est-à-dire au président qui a rendu l'ordonnance, de la rétracter. Et c'est une voie de recours particulière qui sera exercée à cet effet, ce qu'on appelle le référé rétractation. Quoi qu'il en soit, on a dit, l'ordonnance sur requête peut intervenir en deux séries d'hypothèses. D'abord en matière gracieuse, par exemple il s'agit d'homologuer un changement de régime matrimonial, il s'agit d'homologuer une convention définitive dans le cadre d'un divorce, ou bien en matière contentieuse. Et on se souvient que l'article 17 du Code de procédure civile énonce que lorsque la loi le permet, ou lorsque la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. Eh bien, ces cas où la loi permet ou bien la nécessité commande qu'une mesure soit prise à l'insu d'une partie, constituent des exceptions, en tous les cas des tempéraments, au principe de la contradiction dans son domaine d'application le plus naturel, c'est-à-dire dans le domaine du contentieux. Et par conséquent, il est renvoyé ici, implicitement mais très clairement, à la procédure d'ordonnance sur requête que nous étudions présentement. Ainsi, par exemple, l'autorisation d'assigner à jour fixe peut être donnée dans certains cas d'urgence. Le sera par voie d'ordonnance sur requête ainsi que l'article 812 l'énonce. Plus généralement, la procédure d'ordonnance sur requête, toujours dans le domaine contentieux évidemment, va permettre au président d'ordonner toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement. C'était le cas lorsqu'on pratiquait les constats d'adultère. C'est le cas toujours aujourd'hui pour les autorisations de mesures conservatoires, de saisie conservatoire en particulier.